venir où vous découvrirez que les Lego c'est nul pour la drague et vous vous mettrez alors à la guitare. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, eh bien vous regardez Brick Fan. Hey, vous avez vu, je suis de retour chez moi. La colocation, c'est terminé. Alors voilà mon copain, il va venir habiter chez nous. Ah bah, enchanté. Ah, c'est toi le fan de Lego? Absolument. Alors, si ça peut peut-être te dépanner, j'ai mon petit frère qui doit avoir des Lego Call of Duty. Tu peux sans doute dire des Mega Bloks. C'est pareil, non? Oui. Il était temps pour moi de partir. Ils ont eu besoin d'intimité de toute façon. Aujourd'hui, nous continuons notre épopée à travers les briques de la Terre du Milieu. Les Deux Tours, deuxième tome de la saga de Tolkien et de l'épopée cinématographique de Peter Jackson. Difficile de comparer ces trois œuvres magistrales, mais je dois bien reconnaître que quand commence ce deuxième volet, le frisson de l'aventure m'étreint. Le trio infernal, l'arrivée de personnages monstrueusement cultes, la découverte du Rohan et du Gondor, les mystères de la forêt de Fangorn. Puis il y a une bataille aussi. Une grosse bataille. Oui, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule chose qu'ont retenu les gars de chez Lego. Car quand on voit le nombre de sets sortis sur les deux tours, je ne sais pas quelle version du film ils ont vu, mais ce n'était certainement pas la version longue. Car mesdames et messieurs, voici la liste des sets portant sur les deux tours. La bataille du gouffre de Helm. Non. Je suis. Sur les 12 sets sortis, on peut déjà éliminer les 5 premiers, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur la communauté de l'anneau. Le bateau pirate va directement dans le retour du roi. La porte noire, pourquoi pas, mais elle comprend Aragorn en tenue de couronnement et la bouche de Sauron. Donc retour du roi. L'araignée, eh bien c'est vrai que dans les bouquins, cette scène a lu dans les deux tours. Mais honnêtement, qui a lu les bouquins? Oh, tant que ça? La tour d'Ortanque appartient un peu aux 3 films, et la Forge des Orques, eh ben j'aurais préféré l'oublier celle-là. Ainsi, comme vous le voyez, adapter les deux tours en Lego, ça avait vraiment l'air de leur casser les briques. Quoi? Ils sont encore en train de marcher? Mais c'est pas possible! Dans le film d'avant, ils étaient déjà en train de marcher! Faut vraiment être le dernier des connards pour écrire des scénarios pareils! Ils veulent me divertir ou me faire mourir d'ennui? De toute façon, avec ces bouffeurs de... Ah! Enfin! Une bataille! Parfait! Le gouffre de Helm est un ravin situé dans le royaume du Rohan. Il tient son nom d'un ancien roi, Helm Hammerhand, qui périt. La forteresse qui a été construite fut baptisée Fort-le-Corps, ou Hornburg en anglais, puisque c'est là que fut placé le corps de guerre du roi défunt. Dans Le Seigneur des Anneaux, on parle d'ailleurs essentiellement de la bataille de Fort-le-Corps, qui vit s'affronter les guerriers survivants des Théoden, épaulés d'Aragorn, Gimli et Legolas, contre les hommes du pays de Dain et les Uruk-hai envoyés par Saruman. Fort-le-Corps était un point stratégique qu'il fallait éliminer avant d'envisager de s'attaquer à la capitale. Eh ben je pensais pas que ça pouvait être aussi chiant, Seigneur des Anneaux. Peter Jackson a bien évidemment adapté cet épisode de la saga en modifiant quelques éléments. Les femmes et les enfants d'Edoras sont présents sur place dans les cavernes scintillantes. Une compagnie d'elfes menée par Haldir viennent porter main forte aux défenseurs du gouffre. Et on avait même droit à Arwen qui combattait aux côtés d'Aragorn et Éowyn qui déboîtait des Uruk-hai. Ces dernières scènes ont bien évidemment été coupées au montage puisqu'elles donnaient beaucoup trop d'importance aux femmes. Oui, il fallait quand même rester dans l'esprit Tolkien. Et finalement, l'expression gouffre de Helm est tellement utilisée dans le film qu'aujourd'hui tout le monde, et Lego le premier, parle de la bataille du gouffre de Helm et non plus de Fort-le-Corps. Dans 10 ans, plus personne ne se souviendra de Tolkien. Pour recréer cette scène, l'équipe de Peter Jackson a créé 2 maquettes. Une première en studio, haute d'1 ou 2 mètres pour les plans larges, et une deuxième gigantesque de plus de 10 mètres de haut qui a été installée dans la carrière Dry Creek, près de Wellington. Le reste des décors à taille réelle furent également construits dans cette carrière. Ça, c'est pour le film, mais en Lego. Comment on a fait? Lieu iconique de la saga, le gouffre de Helm a été représenté de très nombreuses fois dans des créations amateurs. Oui, ça, c'est un travail d'amateur. Ce modèle a été conçu par Daniel Z pour un grand magasin de jouets norvégien. L'ouvrage est formé de 15 000 briques et mesure 1,30 m de large et 60 cm de long. Il n'aura fallu que 3 semaines à ce Hollandais pour réaliser son œuvre. Le modèle restera exposé dans le magasin durant 3 mois avant d'être rendu à son propriétaire, qui le démonta entièrement pour reconstruire autre chose. Notons également l'œuvre de Gulkim et Big G, qui ont préparé la conception de ce gros bébé durant 1 an et demi, avant de se mettre au boulot pendant 6 mois. Leur création s'agrandit régulièrement et aujourd'hui elle comprend environ 150 000 briques,
sans compter les 2000 figurines disposées sur l'ouvrage, dont le poids total est d'environ 181 kg. Bienvenue dans le monde des affoles. Bien, on a vu les créations amateurs, et maintenant est-ce que vous êtes prêts à admirer le travail des professionnels? Êtes-vous prêts à voir le modèle officiel conçu par les concepteurs expérimentés de The Lego Company? Mesdames et messieurs, le set The Battle of Helm's Deep. Non, il est bien, mais... The Battle of Helm's Deep, numéro 9474, sorti en 2012 lors de la première vague des Lego Seigneur des Anneaux. Et malgré les légers sarcasmes exprimés précédemment, c'est un excellent set et peut-être même le meilleur de la collection. Nous avons là une reproduction de la forteresse de Fort-le-Corps, longue de 52 cm et pointant le haut de sa tour à 22 cm. On a tout d'abord le bastion en demi-cercle qui abrite une magnifique petite salle du trône avec mobilier style Rohan, poulet rôti et... Oh mon dieu, il me faut absolument cette tapisserie en haut de mon lit. Bon, ça c'est fait. Et nous avons aussi un rat. Oui, comme dans le Mont Venteux. C'est peut-être de la famille. Autour du bastion se dressent les remparts du fort avec portes fermables et murailles agrémentées de catapultes, de créneaux, de meurtrières, de hourres et même de machicoulis. Je savais que ce bouquin me servirait un jour. Maintenant, je peux le brûler. D'un côté de la porte, nous avons une chaussée plutôt bien conçue, avec dissimulé à l'intérieur un crâne humain. Ah, toujours un crâne humain. D'ailleurs, moi-même, sous mes escaliers. Et de l'autre côté de la porte, nous avons une rampe qui me fait un peu penser à un toboggan et qui doit être très pratique lorsqu'on arrive à cheval. Et oui, les enfants, souvent, lorsqu'un cheval fait une chute, eh bien, on le tue. Autre détail, une petite poterne qui permet, comme dans le film, d'arriver au niveau de la chaussée secrètement et de lancer Gimli, non pas à la main, mais avec une petite catapulte spécialement conçue pour lui, qui vous permettra de passer des heures d'amusement avec vos amis. À toi. Étape suivante, la tour, qui comprend une échelle pour monter au sommet, et le corps de Helm Hammerhand. Puis nous passons au mur, qui ne fait que 5 cm de long. Oui, on sent qu'ils arrivaient à la fin. Le mur possède le fameux égout, le point faible de la forteresse, et il y a bien évidemment un mécanisme secret qui permet de simuler l'explosion. Sans transition, les figurines avec 2 membres de la communauté de l'anneau, Aragorn et Gimli. Non, Legolas, ça faisait trop. Et nous avons en exclusivité le roi Théoden, un visage très réussi, dommage qu'on n'ait pas pu avoir des cheveux, et il possède bien évidemment une armure, un casque et un bouclier. On relèvera une petite erreur dans le packaging Lego, puisque Théoden est montré comme droitier, alors que ce personnage est gaucher. L'acteur, en tout cas. Et bien évidemment, pour accompagner le roi à la bataille, nous avons une flopée de soldats du Rohan. Ou pas. Et non, en fait, du côté du Rohan, pour défendre la forteresse, nous n'avons que Théoden. Ça, tu l'as dit. Ah mais non, il y a les elfes, voyons. Dans le film, Elrond envoie Haldir et toute une compagnie elfique porter secours aux défenseurs du gouffre. Et dans la version Lego, on a Haldir et... c'est tout. Chef Oncombe, c'est le geste qui compte. Alors comment est-ce que ces 4 pecnos vont réussir à défendre la forteresse tout seuls? Je vous rappelle qu'en face, il y a quand même 10 000 Uruk-hai qui les attendent. À moins que... C'était tellement prévisible. Bon, très sincèrement, à aucun moment je n'avais espéré avoir 10 000 figurines d'Uruk-hai dans ce set. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, bon, peut-être une fois, c'est vrai, mais reconnaissez qu'on passe quand même de ça... Neletelheim, dat Kalimini, à ça. Kateli, dat Kateli. Enfin, je sais bien que le but de Lego, c'est l'imagination, se projeter. Mais quand même, cette bataille devient ridicule. Y a pas moyen d'agrandir un peu l'affaire? Bien sûr que si. Comme Peter Jackson, nous avons décidé de faire une version longue à notre création, avec le set Uruk-hai Army. Ne me remerciez pas. J'en avais pas l'intention. Le set Uruk-hai Army 9471 est sorti en même moment que le gouffre et est censé agrandir et compléter ce dernier. Sauf que vous allez voir que ce rajout est aussi mesquin que la version longue du Hobbit Un voyage inattendu. Oui, le rajout est minable, c'est juste un bout de mur avec une catapulte et un escalier. Et puis il y a une baliste aussi. Oui, comment l'oublier?
Après, peut-être que les figurines qui accompagnent ce set relèvent le niveau et permettent de rendre la bataille vraiment épique. Ah bah voilà, maintenant c'est... Ah bah non, c'est toujours minable. Et nous avons deux combattants du camp opposé, un archer du Rohan et Éomer, fils d'Éonde, qui est particulièrement ressemblant. Oui, du sarcasme, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En conclusion, même s'il ne brille pas par son côté spectaculaire, le gouffre de Helm en Lego est un ensemble de sets plutôt agréable. Aussi, pour conclure cette vidéo, je vous propose de confronter ces sets au film, afin de vous prouver en beau joueur que la jouabilité sans faille de ces sets permet de reproduire cette scène dans les moindres détails. 18h45, la nuit est tombée sur le gouffre de Helm. Les armées de Saruman s'amassent devant les murs de Fort-le-Corps. Les Uruk-hai décident d'entonner un chant en langue noire afin de terrifier l'ennemi. Du côté Lego, les Uruk aussi se mettent à chanter. Sauf que comme ils ne sont que 8, c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant. 18h55, la pression est de plus en plus palpable. N'en tenant plus, un archer du Rohan lâche une flèche et abat le premier combattant. Furieux, tous les autres se lancent alors à l'assaut. Du côté Lego, l'archer Rohan aussi est sous pression, mais il ne laisse pas échapper de flèches. Parce qu'on ne peut pas laisser échapper de flèches avec les arcs en Lego. Et ouais, dans les Lego Star Wars, les vaisseaux, ils volent pas, mais au moins les blasters, ils tirent. 18h56, les Uruk s'élancent dans le fossé. Les elfes envoient une volée de flèches qui envoie plusieurs dizaines d'adversaires au tapis. 19h, les Uruk sont toujours en train de chanter. Comme ils en avaient un peu marre d'attendre, le roi et les autres sont partis manger un morceau dans le bastion. 19h10, les Uruk abattent plusieurs elfes avec leurs arbalètes. 19h20, les Uruk sont toujours en train de chanter. L'archer Rohan ne supporte plus cette chanson qui lui rappelle ses années étudiantes. Alors il décide d'envoyer sa chaussure. Sauf que les Lego n'ont pas de chaussures. Alors il leur envoie carrément sa jambe. Fermez-la! Furieux d'être aussi insultés, les Uruk se lancent enfin dans la bataille. Ils aimeraient bien abattre quelques elfes avec leurs arbalètes. Sauf que Lego ne leur a pas fourni d'arbalètes. Et de toute façon, elle ne leur a pas donné d'elfes non plus. 19h25, les Uruk se séparent en deux groupes. Le premier lance plusieurs dizaines d'échelles à l'assaut des remparts. Les premiers combats commencent. Le second remonte la chaussée pour aller enfoncer la porte. Du côté Lego, les Uruk-hai n'ont qu'une seule échelle à leur disposition. Ce qui n'est pas trop dur à gérer pour les défenseurs du fort qui ont fini de manger. 19h30, les Uruk sont arrivés devant la porte et commencent à l'enfoncer avec un bélier en bois. Du côté Lego, il n'y avait pas de bélier en bois dans le set. Alors ils utilisent un véritable bélier. Et il meurt. 19h55, Théoden commence à croire que Saruman est un petit magicien. C'est à ce moment-là que les Uruk installent leur mine dans l'égout du mur du gouffre. Côté Lego, les Uruk ont eux aussi installé leur mine. Sauf qu'elle est très moche. Non mais sincèrement, entre ça et ça, vous voyez une ressemblance? 20h. Un berserk d'Isengard se précipite vers la mine avec une torche enflammée afin de faire exploser le mur. Malgré 3 flèches de Legolas dans le torse, il finit par atteindre sa cible. Et le mur explose. Pendant ce temps-là, un berserk Uruk court aussi vers la mine. Mais Legolas n'était pas dans ce set. Et de toute façon, avec son arc en Lego, il n'aurait rien pu faire. Le berserk atteint donc sa cible et le mur n'explose pas. Parce que de 1, sa torche est en plastique et ne peut pas enflammer quoi que ce soit, et de 2, la mine aussi est en plastique et ne peut pas par définition exploser. Le berserk demande donc poliment à un des défenseurs du gouffre s'il peut actionner le petit levier situé de l'autre côté du mur, qui simule l'explosion. Agréablement surpris par la politesse de son ennemi, le défenseur s'exécute. Et le mur explose. 20h10, les Uruk pénètrent dans le gouffre et affrontent les elfes. Ils ont rapidement le dessus, et Aragorn et Gimli sont obligés de se replier vers le bastion. Du côté Lego, les Uruk aussi franchissent le mur et se jettent sur Aldir. Et il meurt. 20h20, les défenseurs du mur ont de plus en plus de mal à résister aux assauts du bélier contre la porte. Aragorn et Gimli décident de les prendre à revers. Du côté Lego, les Uruk n'ont toujours pas de bélier, mais ils arrivent quand même à ouvrir la porte, puisque la rampe située de l'autre côté est beaucoup trop glissante et ne permet donc pas aux défenseurs de bloquer la porte. Aragorn et Gimli décident de les prendre à revers. 20h25, Aragorn et Gimli utilisent la poterne pour déborder les Uruk. Aragorn lance Gimli, puis saute, et il les massacre tous.
Du côté Lego, Aragorn essaye d'envoyer Gimli avec la catapulte spéciale, sauf qu'il rate son coup et qu'il l'envoie beaucoup trop loin. Parce que c'est vachement galère de viser avec ce truc. Du coup, il saute tout seul sur la chaussée et crie aux assaillants: Oh, je vais tous vous massacrer, ça va pas traîner. Il a un accent toulousain. Je déteste les Toulousains. À chaque fois qu'ils viennent dans une ville, ils se sentent obligés de la comparer avec Toulouse. À mort. Unis dans leur haine contre les habitants de la ville rose, les Uruks se jettent sur Aragorn. Et il meurt. 20h35, pendant qu'Aragorn et Gimli gagnent du temps sur la chaussée, les défenseurs du mur sont victimes des redoutables balistes d'Isengard. Elles lancent des cordages qui permettent d'hisser de gigantesques échelles et empalent même des soldats. Du côté Lego, la baliste, eh bien... elle fait de son mieux. 20h55, prise de partout, la citadelle est perdue. Théoden demande à Gamelin de sonner la retraite vers la salle du trône. Du côté Lego, Théoden demande à l'archer Rohan de faire de même. Sauf qu'il ne reste plus que dans la forteresse. 8h, c'est le matin. Toute la forteresse est prise. Les Uruks sont en train de défoncer la porte de la salle du trône. Du côté Lego, les Uruks ne sont pas en train de défoncer la porte de la salle du trône. Parce qu'il n'y a pas de porte de la salle du trône. 8h20. Convaincu par Aragorn, le roi Théoden décide de sortir affronter les Uruks sur son cheval. Gimli décide de monter au sommet de la tour afin de faire sonner le corps de Helm. Du côté Lego, Gimli est toujours planté dans le sol, quelque part dans le Riddermark où il a atterri la nuit dernière. Théoden envoie donc l'archer du Rohan sonner le corps de Helm. Il monte donc en haut de la tour, sauf que la tour est extrêmement mal foutue et qu'il y a une énorme plaque en travers de l'échelle contre laquelle l'archer du Rohan s'explose la tête et dégringole de haut de la tour. Et il meurt. Et même s'il avait pu monter au sommet, ça n'aurait servi à rien, puisque ce truc n'émet aucun son. 8h30, Théoden et ses hommes sont sortis de la forteresse et affrontent les Uruks. Tout à coup, arrivent Éomer et Gandalf et toute une armée de Rohirrim. Ils descendent dans le ravin et détruisent tous les Urukai. Du côté Lego, Théoden est toujours dans la salle du trône puisqu'il attend le signal de l'archer du Rohan. Pendant ce temps, les Uruks finissent par comprendre que pour accéder à la salle du trône, il leur suffit simplement de faire le tour du bâtiment. Théoden est cerné. Il tente une action héroïque en cabrant son cheval nouvelle génération. Sauf que le cheval, comme 50% des fois, perd l'équilibre. Et il tombe. Et comme il est tombé, eh bien Théoden est obligé de l'achever. Et il meurt. C'est à ce moment-là qu'Éomer arrive, accompagné de Gandalf et de plusieurs dizaines de Rohirrim. Sauf qu'en fait, Lego n'a jamais sorti de Battle Pack Rohan, donc oubliez les Rohirrim. Et d'ailleurs, Lego n'a jamais sorti de version de Gris-Poil, ce qui veut dire que Gandalf était venu à pied. Ce qui veut dire qu'il est encore 128 km derrière. Éomer s'élance donc seul contre les Uruks. Mais même avec le soleil dans l'œil, un seul cavalier, c'est quand même dur de le louper. Et il s'empale sur les hallebardes. Et il meurt. La suite de cette histoire est malheureusement extrêmement prévisible. Théoden est dévoré vivant par les Urukai qui reviennent en Isengard. Saruman les accueille, mais il ne sait pas que ses troupes ont été soudoyées par le rat du gouffre de Helm, qui prend alors le contrôle d'Orthanc et envoie le magicien dans les cachots, où un second rat, son complice, a préparé en secret un réacteur qui a transformé la tour en fusée. Les deux rats tentent d'atteindre la stratosphère, mais ils se plantent finalement dans leurs calculs. Parce qu'un rat, c'est pas très malin au final. Et il s'écrase sur Minas Tirith, qui explose. La ville est rasée, et du coup, dans le retour du roi, les armées de Sauron n'ont plus besoin d'aller la détruire. Et ils restent en Mordor, ce qui oblige Frodon et Sam à faire un détour de 50 km dans le désert, où ils finissent par se perdre. Et au lieu de jeter l'anneau dans la montagne du destin, ils le jettent dans un autre volcan, qui, lorsqu'on jette un anneau de pouvoir, fait exploser le monde. Puis il le reconstitue. Puis il le retourne comme un gant. Puis il le fait à nouveau exploser. Et les âmes de nos héros arrivent alors dans un enfer paradoxal. Un lieu où des otaries dirigent l'économie sociale et solidaire, où les quadripodes impériaux marchent à l'envers, et où 50 nuances degrés est le seul film autorisé depuis 1895.
Ainsi, comme vous le voyez, nous aurions tort de ne pas relever les petites incohérences et approximations de Lego, car le moindre petit détail peut avoir des conséquences importantes, et même la plus petite personne peut changer le cours des choses. Alors, la conclusion pourrie, c'est fait. Je remercie chaleureusement Damien Aquatic Elfic de m'avoir prêté ses Lego, il va enfin pouvoir les récupérer. Un grand merci aussi à Hubert Ardan et son grand frère Antoine. La prochaine fois, nous allons continuer notre exploration des briques de la Terre du Milieu avec une petite balade en Isengard. Mais d'abord, je ferai un épisode Star Wars sur le Faucon Millenium. Non, je rigole. Non, je rigole pas.